Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. C'est le titre d'une enquête sociologique inédite menée en France sur le départ des musulmans français, pour la plupart diplômés de l'enseignement supérieur. Discriminés ou encore acculés par le climat islamophobe, ces Français trouvent à l'étranger un refuge qui leur offre la sérénité et l'ascension professionnelle qui leur était refusée en France. Appuyée sur un échantillon quantitatif de 1000 personnes et sur 140 entretiens approfondis, cette enquête rend compte d'une fuite de cerveau à la française qui se produit silencieusement sous nos yeux et documente les effets délétères de l'islamophobie qui semble bel et bien constituer une exception française ou du moins hexagonale. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Quel est le profil et la trajectoire de ces nouveaux expatriés? Quels événements ont favorisé leur départ? Quel rapport entretiennent-ils avec la France? Conçoivent-ils un retour? On en parle avec Julien Talpin, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du racisme et de l'engagement dans les quartiers populaires. Il est l'un des auteurs de cette enquête passionnante. Et nous aurons également la chance d'avoir avec nous en visioconférence 3 personnes de confession musulmane installées à l'étranger qui témoigneront du malaise qui a motivé leur départ. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Julien Talpin. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? C'est une enquête sociologique que vous avez menée avec Olivier Estevez, professeur des universités spécialiste du monde anglophone, de l'ethnicité et de l'immigration, et Alice Picard, enseignante agrégée de sciences économiques et sociales et chercheuse associée au laboratoire à Rennes. Pour commencer, un mot peut-être sur le titre pour celles et ceux qui n'auraient pas la référence. Alors c'est une référence à une expression de notamment Nicolas Sarkozy, en fait, qui était « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Et donc nous, on a fait un petit jeu de mots, c'est « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », qui résume bien en fait le sentiment des personnes qu'on a rencontrées, qui souvent partent, mais partent à regret de la France, quoi. C'est à travers un article de Norimitsu Onishi et Aïda Halimi intitulé « Le départ en sourdine des musulmans de France » paru en 2022 dans le New York Times que j'ai découvert votre enquête. Comment expliquer qu'elle soit passée sous les radars politiques et médiatiques en France ? C'est cette question de toute façon de l'islamophobie qu'on a du mal à saisir et à appréhender dans la société française. La notion même d'islamophobie est bien souvent rejetée par les élites politiques et médiatiques. Et souvent d'ailleurs, et on le voit dans la réception de notre livre depuis quelques semaines, au fond, on renvoie le problème aux victimes elles-mêmes, au fond, qui l'auraient bien cherché. Si ces femmes veulent trouver un travail, elles n'ont qu'à enlever leur foulard. C'est souvent ce qu'on entend. Et donc, effectivement, on a du mal à objectiver l'ampleur et la réalité de ce phénomène. Et c'est l'enjeu de notre livre, précisément, de mettre dans le débat public cette question qui nous semble importante. Vous travaillez sur cette enquête depuis combien d'années ? Depuis 3 ans à peu près, on a lancé notre appel à témoignages en début 2021. Et puis ça a été pas mal de travail pour rencontrer toutes les personnes, mais qui ont plutôt accueilli favorablement au fond notre sollicitation. Et les gens qu'on a rencontrés vraiment aux 4 coins du monde étaient assez désireuses au fond de parler, de témoigner de leur expérience. Et peut-être d'autant plus qu'on leur donne rarement la parole. Et c'était l'objectif aussi de notre enquête, c'était de donner la parole à des Français et des Françaises de confession musulmane qu'on entend peu dans le débat public. Et je crois que le livre en fait restitue bien cette parole et donne toute la place à ces témoignages. Effectivement, je confirme, c'est une restitution très fidèle de nos parcours et de nos choix. Qu'est-ce qui vous a décidé à commenter la fuite des musulmans français? D'ailleurs, comment avez-vous eu connaissance de ce phénomène qui décrit un départ en toute discrétion? Alors moi, je travaille depuis de longues années en fait dans les quartiers populaires en France, en banlieue et notamment dans la ville de Roubaix. C'est des choses qui revenaient beaucoup en fait, des gens qui avaient des idées, des aspirations peut-être au départ, mais qui passaient pas forcément à l'acte. Et puis on a mené une enquête avec quelques collègues il y a quelques années qui a donné l'objet d'un livre précédent qui s'appelle L'épreuve de la discrimination, où on avait rencontré un peu par hasard en fait des Français expatriés à Londres et à Montréal. Et on s'est dit il faut avoir une enquête plus systématique sur ce phénomène-là, et c'est ça qu'on a fait avec ce livre. Quelle est l'ampleur du phénomène et de quand date-t-il? Alors,
un des résultats, au fond, de cette enquête, c'est que c'est pas un phénomène nouveau. Au fond. Il y a des gens qui sont partis il y a 20, 25 ans, au fond, hein, et ce qui témoigne, au fond, de l'ancienneté de l'islamophobie à la française, pour le dire comme ça, des gens qui sont partis dès la fin des années 90, même si on voit que c'est un phénomène qui s'accélère, qui est assez marqué, au fond, par chacune des polémiques qui cristallisent l'islamophobie. 2004 est souvent mentionné, la loi relative aux signes religieux à l'école, et puis 2015, après les attentats, il y a une accélération de l'islamophobie, et donc des départs. Et quelle ampleur? C'est dur à dire, on n'a pas de chiffres officiels, hein. C'était un des enjeux de notre enquête de dire c'est un phénomène qui n'est pas anecdotique au fond. Ça concerne des milliers, certainement des dizaines de milliers de Français, même si c'est dur de savoir précisément le chiffre. Est-ce que vous avez envoyé votre enquête à Aurore Bergé, ministre notamment de la lutte contre les discriminations? Est-ce qu'elle s'est saisie quand même de ce dossier qui est inquiétant? Alors figurez-vous qu'elle nous a écrit, en tout cas certains de ses conseillers, mais on n'y a pas encore répondu. On va voir si on donne une suite favorable, voilà. Mais je pense que ça interpelle, y compris les gouvernants en place. Donc, voilà. Ils ont conscience qu'ils ont participé de ce phénomène? Je ne suis pas sûr qu'ils en aient pleinement conscience, ce sera probablement dénié, et je pense qu'il y a tout un travail à effectuer pour faire bouger les lignes. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la réalité du phénomène est même sous-estimée ? Du départ, oui, absolument, parce qu'on a fait le choix de se concentrer principalement sur des Français de confession musulmane, mais j'avais un échange il y a quelques semaines avec des personnes plutôt originaires d'Afrique subsaharienne, noires en fait, et qui de fait sont sous-représentées dans notre enquête, par exemple, parce qu'elles ne sont pas nécessairement identifiées comme musulmanes, et donc les discriminations qu'elles vivent, c'est pas toujours des discriminations islamophobes, quand bien même elles peuvent être, hein. Il y a beaucoup de personnes noires qui sont musulmanes en France, et puis au-delà de ça, en fait, hein, il y a des gens qui voilà, c'est un phénomène qui touche plus largement toutes les minorités descendantes de l'immigration postcoloniale, je pense, liées au racisme et aux discriminations qu'elles vivent, quoi. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus au profil des musulmans français qui quittent la France. Quel est leur âge moyen, leur milieu d'origine et leur parcours universitaire ? Alors, une des surprises aussi de l'enquête, c'est de voir à quel point, effectivement, les gens qui sont partis sont des gens diplômés. Hein, 54% ont au moins un bac plus 5, ce qui est quand même pas exactement le profil moyen des musulmans en France, qui appartiennent majoritairement au milieu populaire. Une des raisons, c'est qu'en fait, c'est coûteux de partir, en fait, dans tous les sens du terme. C'est pas une décision qu'on prend à la légère, puis il faut avoir des ressources, y compris financières, parce que c'est risqué, en fait, de partir. Ça veut dire quitter son boulot en France, et puis probablement en rechercher un, voilà, et aussi avoir fait l'expérience, déjà, d'un premier séjour à l'étranger, par exemple une année de césure, un stage, etc. Ça facilite. Donc ça explique aussi cette surreprésentation des diplômés. Autre élément, c'est qu'on a beaucoup de gens en fait qui sont un peu middle age, entre 25 et 40 ans. Beaucoup de gens partent aussi en famille. C'est souvent des gens qui ont des jeunes enfants, parce qu'une des raisons du départ, c'est de prémunir ses propres enfants du racisme et de l'atmosphère islamophobe en France, que ces enfants ne connaissent pas les difficultés que soi-même ces personnes ont vécues. Ils sont plutôt originaires des quartiers populaires, du milieu ouvrier? Alors c'est des gens qui sont principalement pour 3/4 en fait issus de milieux populaires, mais qui viennent de partout en fait. C'est pas uniquement des gens qui ont grandi nécessairement en Seine-Saint-Denis ou en banlieue, il y en a évidemment, mais on a une carte en fait dans le livre qui montre en fait la grande diversité des origines des personnes qu'on a rencontrées, qui viennent pour certains en fait de milieux ruraux. Les gens nous parlent de la montagne, de la campagne, qui leur manque d'ailleurs bien souvent. Ce qui montre aussi à quel point l'islam est aujourd'hui une réalité française, et une religion française en fait, et qui voilà, il y a des musulmans partout en France, et c'est probablement une bonne chose. Et c'est aussi ça dont notre livre témoigne. Et politiquement, où se situent ces Français qui partent ? Alors pour être tout à fait honnête, ils sont un peu perdus à certains égards, mais en fait beaucoup d'entre eux et elles avaient notamment voté pour Emmanuel Macron en 2017. En fait, vu leur profil, au fond le type d'études qu'ils avaient pu réaliser, voilà, ils ont un profil assez libéral pour le dire comme ça, et donc beaucoup nous disent avoir voté pour Macron en 2017 et avoir été assez rapidement déçus. Un certain nombre ont voté pour Mélenchon par exemple en 2022, et pour un certain nombre d'entre eux en fait, parce qu'ils sont partis et ils sont loin maintenant de la France, ils votent plus en fait. Alors vous parlez d'une fuite de l'élite minoritaire, il n'y a que des bacs plus 5 ou plus, et les cadres musulmans qui quittent la France? Pas que. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation des diplômés, mais il ne faudrait pas sous-estimer au fond la part d'autres types de profils. Simplement, c'est des gens qui aussi ont des trajectoires d'expatriation qui sont moins stables, en fait, précisément parce qu'ils sont un peu moins protégés par leur diplôme, et donc qui bougent aussi d'un pays à l'autre un peu plus, qui potentiellement reviennent aussi en France parce que leur installation à l'étranger est peut-être aussi moins facile parce qu'ils ont moins de diplômes, et donc ont peut-être un peu moins répondu à notre enquête. Mais il ne faudrait pas penser que c'est au fond un phénomène qu'économique, une fuite des cerveaux. C'est une partie
partie du phénomène, mais il y a des gens au fond qui à la fois sont en but aux discriminations et qui sont moins diplômés, ça on le sait, et puis par ailleurs qui partent parce qu'ils en peuvent plus en fait, de l'ambiance, de l'atmosphère islamophobe. C'est la principale raison d'ailleurs qui motive leur départ. Discrimination et cette islamophobie d'atmosphère dont on parle dans le livre, c'est les deux grands facteurs, et y compris des gens en fait, si on revient aux diplômés, il y a des gens, au fond, qui en France, pour qui ça allait, en fait. Ils avaient un boulot relativement correct. Bon, un certain nombre d'entre eux ont pu avoir des freins dans leur progression de carrière, mais pour qui, quand bien même ça allait... à un plafond de verre, quand même. Il y a ça. Mais il y a l'ambiance, en fait. C'est étouffant, les gens suffoquent, c'est oppressant, en fait. Toutes ces polémiques constantes, etc. Et donc, cette atmosphère joue aussi un rôle important. Et alors, parmi ces Français de confession musulmane qui quittent la France pour des raisons de discrimination, d'expériences douloureuses, quelle est la proportion des femmes? Parce qu'on sait notamment que les femmes qui arborent un foulard, le marché de l'emploi leur est complètement même fermé. Absolument. Donc nous, on a un tout petit peu plus d'hommes que de femmes qui ont répondu à l'enquête. Mais effectivement, les femmes, alors, quand elles portent un foulard, nous, il y a la moitié à peu près des femmes qui ont répondu à l'enquête qui portent le voile. Et très clairement, en fait, elles nous faisaient part, malgré leur diplôme, en fait, de leur impossibilité de trouver un boulot en France. Et donc la seule option, c'est l'auto-entrepreneuriat, bien souvent, qui protège, en fait, et qui est un des refuges face aux discriminations. Mais quand on veut s'orienter plutôt vers des grandes entreprises ou, et plus encore, évidemment, les administrations, c'est impossible. Alors, on peut vouloir partir. Après, il y a le moment de la décision. Quel est l'élément déclencheur ? Alors effectivement, on montre à la fois que c'est pas une décision qu'on prend à la légère, en fait. Le fait de partir, c'est pas rien, en fait, de quitter son pays. Et c'est à la fois l'accumulation de plein de petits trucs, des discriminations qui deviennent insupportables. Et il y a une goutte d'eau, souvent un événement. Quand une femme qui porte un foulard se faire cracher dessus dans la rue. Un enquêté, je me rappelle, nous parle de son père, par exemple. Alors lui, c'était une histoire de contrôle policier. En fait, il s'est fait un peu violenter par des policiers, un homme âgé, 65 ans, avec sa canne. Et voilà, la personne nous dit, mais qu'on puisse traiter de cette façon-là une personne âgée, aussi parce qu'elle est perçue comme arabe, c'est plus possible, en fait. Moi, je m'en vais, quoi. Et donc, il y a souvent cette petite goutte d'eau, l'élément déclencheur qui fait que les gens se disent c'est plus possible, quoi. Et donc l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre 2023, est-ce qu'elle a aussi contribué à accélérer le départ des musulmans de France? Alors nous, ça rentre pas dans notre enquête parce qu'on avait fini déjà de recueil de témoignages, voilà. Mais depuis, en fait, la sortie du livre, on reçoit plein de messages sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Et effectivement, les gens mentionnent cet élément-là, c'est-à-dire que vient se surajouter, même si c'était déjà un peu présent en filigrane, voilà, la présomption d'antisémitisme qui est hyper forte. Et voilà, on a présenté le livre la semaine dernière dans une librairie et une femme nous a dit ça, nous a dit moi je vais partir, en fait, parce que depuis le 7 octobre, c'est décuplé. Alors on a la chance d'avoir avec nous en visioconférence 3 personnes françaises de confession musulmane installées à l'étranger qui ont accepté de témoigner de leur parcours et de leur expérience discriminatoire qui les a poussés au départ. Ils partageront non seulement avec nous leur récit de vie, mais prendront également part à la discussion avec vous, Julien Talpin. Bonjour Najib. Bonjour Nadia. Salut, tu as 44 ans et tu es titulaire d'un bac+6, diplômé de Polytech Sophia Antipolis et diplômé de l'ESSEC. Installé en Suisse, tu es directeur marketing international au sein d'une entreprise de l'industrie pharmaceutique. Bonjour Myriam. Bonjour. Tu as 31 ans, tu es installé à Londres, tu es auditeur interne informatique dans le secteur des services financiers. Et Sokaina est avec nous également. Bonjour Sokaina. Tu es installée à Montréal, tu es juriste en droit des affaires au sein d'un cabinet d'avocats. Et mesdames, vous êtes toutes les deux titulaires d'un bac+5. Alors d'emblée, on peut dire que votre parcours académique reflète parfaitement le profil dressé par les auteurs de l'enquête. Vous faites partie de cette élite minoritaire. Alors avant de vous poser des questions, est-ce que vous aimeriez peut-être réagir à ce qui a été dit jusque-là ? Non, mais je crois avant toute chose, l'enquête qui a été faite et le livre dépeint très bien en fait la situation en France d'une grande partie justement de ces personnes qui sont issues de l'immigration et musulmanes. Et moi personnellement, je me reconnais bien en tout cas dans ce qui est décrit, avec bien sûr des différences peut-être par rapport à d'autres profils. Mais effectivement, cette ambiance constante justement d'islamophobie latente au sein des médias, elle pèse énormément sur les gens qui ont mon profil et qui en plus ont la capacité de pouvoir s'expatrier assez facilement. Et du coup, le déclic il se fait en général assez vite.
Myriam? Je partage tout à fait les idées qui ont été écrites et je me reconnais parfaitement dans le profil et dans les frustrations qui ont certainement été exprimées par les gens interrogés. Et toi, Soukaina? Bonjour d'abord, merci pour cette enquête qui est passionnante et je remercie d'ailleurs ce travail de fond. J'ai suivi le travail d'associations qui faisait un travail de fond contre l'islamophobie et contre le racisme, et j'avais beaucoup d'espoir que des mécanismes de droit puissent permettre de juguler justement cette islamophobie croissante, et malheureusement j'ai constaté que à mesure où le temps passait, la situation ne faisait que s'envenimer malgré l'investissement de militants sur le terrain. Toi, Soukaina, ça fait 3 ans que tu as quitté la France et que tu t'es installée directement à Montréal. Quelle est la principale raison qui t'a poussée à partir? Moi, c'est une raison. Alors, ça fait longtemps que que ce projet est en tête, et encore une fois, j'ai suivi le travail du CCIF notamment, où j'avais beaucoup d'espoir. Je fondais beaucoup d'espoir parce que initialement je ne comptais pas partir, mais à mesure que le temps passait et que ma religion prenait une place importante dans ma vie, à mesure que je ne pouvais m'imaginer demeurer dans un pays qui n'accepte pas une pratique aussi simple que porter un foulard, alors que concrètement il n'y a aucun impact ni sur les autres ni sur la société en tant que telle. Et toi, Myriam, tu as installé à Londres depuis combien d'années? Et quelle a été la goutte d'eau qui t'a poussé à partir, où là tu t'es dit stop, c'est bon, je quitte la France? Ça fait 6 ans que je suis à Londres et je suis partie 1 an après avoir eu mon diplôme de master. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec mon diplôme en France. Sauf que je me sentais pas nécessairement à ma place. Je sentais mes ambitions de frustrer. Je ressentais qu'il y avait un plafond de verre si je voulais évoluer. Et j'ai pris un peu la poudre d'escampette 1 an après. Donc voilà. D'accord, donc les discriminations auxquelles tu as fait face, et le climat également, c'est-à-dire les déclarations politiques, les éditorialistes dans les médias. Exactement. Et en fait, ça a commencé bien avant parce que je me rappelle quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu tout de suite me diriger vers une filière de langue pour justement avoir l'anglais, pour pouvoir maîtriser l'anglais pour préparer mon départ. Donc en fait, pendant toute ma période estudiantine, je voulais partir, et j'ai finalement, même en ayant donné une chance après mon master, ça n'a confirmé que mon premier choix. À cause justement de tout ce climat. En fait, j'avais l'impression que ça empirait, ça s'améliorait pas en fait. Les déclarations politiques, les nombreuses lois et puis tous les règlements qui s'adaptaient les règlements des entreprises et d'autres administrations qui s'adaptaient justement à ce que le public en fait comprenait de certaines polémiques en fait finalement, parce que des fois la loi peut protéger les croyances et nos pratiques, mais parfois le public ne le perçoit pas comme ça. Alors toi, Najib, tu n'es pas, on va dire, un musulman visible, dans le sens où tu n'abordes pas un couvre-chef religieux, même si tu as une barbe. Mais aujourd'hui, on porte une barbe, on peut être un hipster. Donc, quelles sont concrètement les difficultés auxquelles tu as pu faire face, toi, sur le marché de l'emploi? Parce que tu travailles donc au sein de l'industrie pharmaceutique, tu occupes un poste quand même assez significatif dans cette hiérarchie. Donc, quelle est ton expérience à toi personnelle? Alors moi, ça fait, déjà pour commencer, ça fait pile 10 ans que je suis parti. J'ai fait plusieurs pays, le Maroc, le UK, et puis maintenant en Suisse. Moi, c'est pas tant en fait au niveau du travail et de l'industrie dans laquelle je suis, bien que, et ça c'est une petite anecdote, je me souviens, mon premier entretien,
une personne m'a posé la question de manière assez directe, comment vous vivez en fait cette discrimination au quotidien? Et la personne elle est toujours d'ailleurs, elle est juive, et elle m'a dit, nous on a connu ça dans les années 60-70, cette discrimination, vous comment vous le vivez aujourd'hui? En plein entretien, donc c'était un petit peu déstabilisant sur le moment, mais ça prouve que déjà à l'époque, ça remonte à 2005-2006, que certaines personnes en avaient conscience et que vraiment on est dans une situation délicate. Moi, de mon côté, ce qui a été vraiment le déclencheur, je pense, c'est le début de la prise de conscience, c'est le regard des autres. Et mon premier voyage aux États-Unis. Quand je me suis rendu compte, en fait, qu'aux États-Unis, j'étais français à part entière. J'étais plus le français, mais de quelle origine finalement derrière? Et derrière, c'est l'arabe et le musulman. Et je pense que ça conforte dans le fait de se dire il y a un problème en France et il y a une envie de départ qui commence à naître et à grandir. Le deuxième déclencheur, clairement, ça a été le mandat de Sarkozy qui a vraiment accéléré sur l'islamophobie, décomplexé. Et puis derrière, il y a eu ce sentiment, après 2012, de se dire « Ah, on va peut-être revenir à la normale » avec Hollande. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte rapidement que droite-gauche, c'était la même chose, qu'on allait prendre des coups de chaque côté. Et donc, après ces 2 ans de mandat de Hollande, où j'ai vu qu'il n'y avait rien qui changeait dans les médias, partout dans les politiques, je me suis dit, là, c'est le moment d'envisager une carrière internationale et de partir. Et donc, ça a été le déclencheur. Et je suis parti au Maroc. Et ensuite, je suis parti en Angleterre. Et j'ai découvert un univers totalement différent, surtout en Angleterre. Julien Talpin, d'ailleurs, les personnes que vous interrogez dans votre enquête parlent souvent de cette période assez traumatisante du mandat ou du règne de Nicolas Sarkozy. Effectivement, il y a cette période-là avec le ministère de l'Identité nationale quand même, c'est important. Mais c'est vrai que le mandat d'après, François Hollande, Manuel Valls, est aussi fortement mentionné. Je pense à toutes les polémiques autour de la déchéance de nationalité, par exemple. Ça a beaucoup marqué. Il faut souligner en tout cas à quel point, au fond, la question des discours politiques en fait est centrale. Voilà, aussi parmi les raisons du départ et le sentiment un peu du caractère oppressant de la situation en France. Voilà, je pense que les discours politiques sont centraux aussi pour définir sa place dans la société au fond. Et donc la répétition de ce type de propos, de polémiques, de discours, en fait, contribue à sentir un peu en dehors de la communauté des citoyens. Voilà, et la déchéance de nationalité en fait l'illustre bien. Et la gauche n'a pas été exemplaire de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, ce qui ressort des témoignages de Sokaina et de Myriam, qui arborent toutes les deux un foulard, c'est qu'au cours même de son cursus universitaire, on anticipe déjà la discrimination et on met en place des stratégies, c'est-à-dire de vraiment d'enrichir son bagage linguistique, d'envisager des stages. Donc très tôt, ce sont donc des Français qui étudient dans les universités françaises ou dans des grandes écoles, mais qui ne peuvent pas se projeter en France. Effectivement, il y a une conscience très, très vive et qui apparaît très tôt, au fond, de son expérience et de sa situation minoritaire et qui oriente les choix même de cursus. Voilà. Et l'expérience à l'étranger, Najib l'évoquait à l'instant, est souvent voilà, une sorte d'eye-opener, comme on dirait en anglais. Vraiment, on ouvre les yeux et on prend conscience, au fond, que c'est quand même que ce qu'on vit en France, c'est pas normal, en fait. Il y a une sorte de moment un peu révélateur et qui peut envie de donner envie de repartir de façon plus pérenne, quoi. Najib, Myriam Sokaina, quel statut vous correspond le mieux? Celui d'expatrié, celui d'exilé ou bien de réfugié? Comment vous vous définissez là-bas, à l'étranger? Moi, pour rire, je dis toujours que je suis réfugiée politique. Dans le livre, d'ailleurs, une personne interrogée parle de réfugié de la laïcité. C'est intéressant. On est pleinement dedans. On est vraiment pleinement dedans. Et toi, Myriam, tu définis comment? Entre exilés et réfugiés. Mais en même temps, parce que je reviens en France parce que ça reste un peu chez moi aussi, pour rendre visite à ma famille, je suis quand même attachée, j'ai certains repères. Mais je ne peux pas y rester trop longtemps, quoi. Peut-être entre exilés et réfugiés, ouais. Et toi, Najib, j'imagine que tu te ressens plutôt comme un expat. Je parle à ta place, non? Ouais, un truc entre expat et exilé. Je me sens pas réfugié parce que je pourrais revenir en France si je le voulais, en fait. Des opportunités, il y en a plein. Est-ce que j'en ai envie?
Non, pas vraiment, pas dans les années à venir et pour plein de raisons. Le climat islamophobe, le climat politique, délétère, social, plein de choses qui font que j'ai pas forcément envie de revenir. Donc, moi, je me considère peut-être plus comme un exilé expatrié. Les personnes que vous avez interrogées, Julien, elles se définissent comment pour la plupart? Elles ne savent pas trop, en fait. C'est ça le truc. En fait, ce qu'on souligne quand même, c'est que il ne s'agit pas d'expatriés comme les autres. Parce qu'en général, quand on parle d'expatriés, c'est des gens qui font des choix libres, ou pour partie en tout cas. Et là, quand même, c'est des choix assez largement contraints. C'est-à-dire que ce que nous racontent les gens, pour la plupart, c'est qu'ils auraient préféré pouvoir s'épanouir professionnellement, personnellement en France. Et c'est un peu à défaut qu'ils ont dû partir pour pouvoir vivre leur vie et leur religion librement. Et c'est pour ça qu'expatrié, ça fonctionne quand même que partiellement. Et donc exilé, c'est peut-être ce qui correspond mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que Najib, Myriam comme Sokaina se sont installés dans des pays européens, occidentaux, et pas en terre d'islam. Contrairement à tout ce qu'on peut croire, il y a ce préjugé selon lequel les musulmans partent faire hijra, comme on dit. Donc c'est une forme de alia chez les musulmans, donc un départ motivé par la volonté de vivre en terre d'islam. Et les personnes que vous avez interrogées de la même façon se dirigent plutôt vers le Canada, les États-Unis, l'Angleterre. Effectivement, on a 23% des gens qui ont répondu, au fond, qui partent dans des pays majoritairement musulmans. Il y a pas mal Dubaï, les Émirats, le Maroc, l'Algérie un petit peu, mais sinon, effectivement, c'est des pays du Nord. Et les gens nous disent, au fond, moi, j'ai une socialisation, j'ai grandi dans un pays occidental et j'aurais du mal, au fond, à m'adapter dans un autre contexte. Et donc, c'est pas pour vivre dans un pays majoritairement musulman que je suis parti. Najib, Myriam et Sokaina, est-ce que vous pouvez nous raconter votre intégration dans le pays de résidence? Très, très rapidement, une intégration très rapide. On m'a jamais fait sentir que j'étais musulmane ou que c'était pas la première chose qu'on pointait du doigt. J'ai toujours très facilement trouvé du travail ici. Je me suis jamais posé la question comme il m'est arrivé en France où je me disais je serais peut-être pas bien pour ce rôle, là je vais faire face à tel type de client ou peut-être que là je serais exposée à des gens qui n'accepteraient pas de me voir. Donc une intégration très facile où on ne questionnait même pas d'où je venais, en fait, même on ne me demandait pas nécessairement si je venais de France ou d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est différent, je me sens sur une autre planète, pour le dire simplement. Et toi Sokaina, je sais que Montréal est vraiment une destination de prédilection, notamment des femmes qui portent le foulard. Oui, une intégration qui s'est faite très rapidement, très facilement. Et moi, j'avais déjà voyagé au Canada des années antérieures pendant mes études. Et c'était un élément déclencheur parce que quand je voyais des étudiantes dans les universités avec des salles de prière qui leur étaient octroyées, la possibilité de travailler avec le foulard, ne serait-ce qu'en arrivant à l'aéroport, voir des femmes qui portent le foulard et être douanières, pour moi, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension. Et c'est pour ça que, pour moi, le Canada était une piste pour partir. Et que ce soit au travail, faire les courses, trouver un logement, etc., le voile n'est pas une question, n'est pas un enjeu. Je sais qu'ici, si jamais je postule pour un travail, si on ne m'accepte pas, si je n'obtiens pas le job, je saurai avec une quasi-certitude que ce ne sera pas lié à la religion. Et ça, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène monumentale. C'est intéressant, tu parles de bouffée d'oxygène. Beaucoup de personnes interrogées, quand ils parlent de leur expérience en France, ils parlent d'étouffement, d'asphyxie. Et une fois qu'ils partent s'installer à l'étranger, ils ont l'impression de revivre, de respirer, de goûter à la liberté. Julien Talpin. Enfin, je respire. Effectivement, c'est une expression qui revient énormément parce que on pourrait se dire qu'en réalité, ces débats dans l'espace public, les médias, les réseaux sociaux, c'est secondaire, en fait. Et en fait, non. En fait, ça bouffe, c'est une sorte de charge mentale permanente et voilà, c'est oppressant. Et donc, les gens, et ce qu'on entend à l'instant, en fait, résonne complètement avec les témoignages qu'on a recueillis, puisque 90% des personnes qu'on a rencontrées ne veulent pas rentrer, en fait. Et nous disent qu'elles sont épanouies parce qu'elles ont progressé professionnellement, elles ont enfin un boulot à la hauteur de leurs compétences, etc. Et puis, elles sont dans une autre ambiance. Alors Najib, on va s'intéresser à ton intégration. Tu as fait quand même 3 pays, le Maroc, l'Angleterre, puis la Suisse. Et tu peux peut-être nous parler de ton expérience au Maroc. Tu es franco-marocain, donc je ne sais pas si c'est pour cette raison que tu as
envisagé d'abord un départ au Maroc et finalement, les attentes n'étaient peut-être pas au rendez-vous. Tu peux nous raconter ? Alors oui, effectivement, moi je me suis expatrié dans plusieurs pays. Alors pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé de partir, c'était pour faire une carrière internationale. Et l'industrie dans laquelle je travaille facilite ce type de carrière. Alors l'intégration au Maroc, elle a été très simple, très rapide et ça s'est bien passé dans l'ensemble. C'est surtout après une question de plafond de verre qu'on va atteindre très rapidement dans des pays plus petits, surtout les pays émergents. Et puis, il y a d'autres aspects de la vie au quotidien qui ont fait que, avec mon épouse et nos enfants, on a décidé de partir du Maroc. Et puis, très vite, s'est ouverte cette opportunité de pouvoir aller s'installer en Angleterre. Alors, ce qui était assez amusant, c'est que quand j'ai quitté le Maroc, la première chose qu'on m'a proposé, c'est de retourner à Paris. M'installer sur ce poste-là. Et j'ai dit non, je préfère aller en Angleterre et à Londres si c'est possible. Et donc, mon entreprise a facilité justement notre installation là-bas. Et l'intégration, comme l'a dit Myriam, elle est excellente et très rapide en Angleterre. Tout est facilité et on découvre vraiment un autre environnement, un autre univers. Et puis en plus de ça, moi personnellement au niveau de mon identité musulmane, il y a certaines choses que j'ai besoin de faire au quotidien comme prier, et donc au Maroc c'était très facile, à Paris très compliqué, et puis alors qu'en Angleterre là il y a des salles de prière dédiées, en Suisse de la même manière dans les grands groupes internationaux en général il y a des salles comme ils les appellent multi-faith prayer room où on peut prier assez facilement. Donc tout ça fait que c'est facilité et donc l'installation, voilà, elle est simple, elle est directe et elle donne envie de rester et de ne pas partir en fait. Et pour la Suisse, parce qu'on a quand même pas mal de préjugés, on sait qu'il y a eu l'interdiction des minarets en Suisse. Comment ça se passe quand on est musulman et qu'on s'installe en Suisse ? En fait, ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'en Suisse, on voit qu'il y a de grandes influences qui viennent de l'Allemagne, de la France, du fait en fait des différents cantons et des différentes langues qui sont parlées. Par contre, il y a une chose que les Suisses savent faire, c'est prendre un sujet, le traiter et passer à autre chose. Et ce sujet des minarets, il a été débattu, il a été voté, et puis ils sont passés à autre chose. On n'a pas ces débats interminables, sans cesse, où les musulmans reviennent encore et encore et encore sur la table, contrairement à la France, malheureusement. C'est peut-être, Julien Talpin, un peu moins vrai pour Montréal, même si c'est effectivement une destination pour de nombreux musulmans et musulmanes français. La politique française influence quand même un petit peu les politiques à Montréal. Alors effectivement, on pourrait même en parler avec Sokaina, mais il y a de la circulation, on l'a vu vers la Belgique, mais aussi vers effectivement le Québec, notamment de restrictions sur le port du voile qui se sont progressivement imposées, une importation un peu des polémiques qui sont liées à la langue, évidemment. Après, effectivement, je crois qu'il ne faut pas idéaliser non plus les autres pays du monde. L'islamophobie est un phénomène global et qu'on retrouve ailleurs, voilà, en Angleterre y compris, mais nous, les personnes qu'on a rencontrées, en fait, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles y sont moins directement confrontés. Et puis, il y a moins de déni quand même qu'en France autour de ces questions-là, y compris autour du terme même d'islamophobie. Et c'est vu comme un problème, alors qu'en France, c'est même pas le cas. Najib, Myriam et Sokaina, est-ce que la France vous manque ? Est-ce que vous songez à revenir vous installer dans votre pays d'origine, hein, celui qui vous a vu grandir ? Sokaina, peut-être ? Personnellement, non. Je me vois absolument pas, même si, bien sûr, il y a un attachement parce que j'ai quand même, notamment ma ville natale, Lunéville, j'ai un attachement parce que j'ai grandi là-bas et qu'il y a ma famille, il y a mes proches, mon voisinage de qui je suis profondément attachée. Mais revenir en France, pour moi, c'est après avoir vécu ici, où bien évidemment, il y a de l'islamophobie, mais c'est sans commune, ça n'a rien à voir, on ne peut pas comparer Montréal, le Québec ou le Canada avec la France. Je ne me vois pas du tout, pour moi ce serait une dégradation, donc non. Et est-ce que tu ressens de la rancœur vis-à-vis de la France, des politiques ou des médias français? Est-ce qu'il y a de la colère ou pas du tout, de la différence? Il y a quand même de la colère et de la colère et de la rancœur, surtout quand je vois, par exemple, l'affaire Hassan Iquioussen m'a beaucoup marqué parce qu'il a quand même vécu toute sa vie en France et au final, on l'a expulsé comme un malpropre.
Donc, toutes ces années vécues, tout ce qu'il a construit en France et l'attachement qu'il a pu avoir avec ce pays, qu'il n'a pas cessé. Et puis même dans ses prêches, il incitait les jeunes à avoir un sentiment d'appartenance à la nation française. Et au final, même ça n'a pas suffi. Et il a été jeté dans son pays d'origine. Donc, son pays d'origine et son pays natal. Donc, il y a de la rancœur. Et puis, quand je vois les polémiques et l'actualité, parce que je continue de suivre ce qui se passe en France, ne serait-ce que parce qu'il y a ma famille qui est encore sur place, je suis stupéfaite et ça me conforte dans mon choix de rester ici au Canada. Même sentiment chez toi, Myriam. Est-ce qu'il y a un sentiment aussi de colère et de rancœur? Est-ce que la France te manque? Est-ce que tu conçois un retour? Pas de retour planifié, ni à court ou à moyen long terme. Moi, j'ai plus un sentiment de tristesse parce que j'ai grandi en France, j'y suis née, j'ai été à l'université publique, j'ai reçu une instruction publique et puis comme on dit, j'ai réussi, j'ai eu mes diplômes, je fais une super carrière. Et j'aurais voulu partager cette expérience avec des gens qui s'identifieraient à moi. J'aurais voulu aider et je n'ai pas l'opportunité de faire ça, ni au sein d'une entreprise basée en France, ni au sein d'une entreprise en France, pour faire du mentorat, par exemple. Et ça m'attriste parce qu'on m'enseigne quelque chose. J'aurais voulu renvoyer ça aux autres générations et ne serait-ce aussi que partager mes compétences à la société française parce qu'aujourd'hui je vis en Angleterre, je travaille dans l'informatique dans un domaine qui est recherché dans tous les pays du monde et je travaille dans une boîte qui parfois m'envoie en France parce qu'ils ont besoin de ces compétences. Oui, d'ailleurs, vous l'expliquez dans le livre, hein, ces profils qui partent sont des profils pourtant qui sont très recherchés parce que ce sont des métiers en tension, l'informatique par exemple, ou encore des infirmières libérales avec qui vous êtes entretenus. C'est vrai qu'il y a un côté un peu irrationnel de se priver de ses compétences dans des secteurs, d'autant plus dans des secteurs... Voilà, après, je crois qu'il ne faudrait pas avoir une lecture simplement économique du problème. Au fond, ce n'est pas uniquement des compétences dont la France se prive, c'est aussi d'un regard dont on aurait besoin et qui peut être enrichissant. Puis c'est aussi potentiellement des porte-paroles de certaines causes qui sont moins là, en fait. Et donc ça, je pense que c'est un problème qui est aussi un problème politique, fondamentalement, quoi. Oui, vous parlez, il y a une expression, si je sais pas si c'est assez fidèle ce que je vais dire, c'est conscience drain, c'est ça? On perd en fait des personnes qui ont une conscience collective et qui auraient pu s'engager au-delà effectivement de l'aspect strictement économique, mais sur des questions de société. Absolument, et c'est aussi le caractère un peu ambivalent du sentiment des gens qui partent, qui d'un côté sont en général satisfaits de leur expérience et ont le sentiment d'avoir un peu lâché leur famille derrière, quoi, et les leurs, et qui ont un peu mauvaise conscience parfois, et en même temps résignés un peu quant à la capacité de la société française à se réformer, ont préféré se sauver eux-mêmes, vu que la France ne veut pas changer, quoi. Et toi, Najib, si tu avais l'opportunité de rentrer en France dans des bonnes conditions et d'être épanoui ici, est-ce que tu envisagerais un retour? Ton épouse et tes enfants, je sais que les enfants, tout à l'heure Julien Talpin l'expliquait, sont aussi une des raisons pour lesquelles les Français de confession musulmane partent, c'est-à-dire pour garantir une éducation, un épanouissement loin de ces polémiques anxiogènes. On part en fait un peu à contre-cœur parce que c'est notre pays et on se sent à 100% français. Est-ce que la France nous perçoit de la même manière? Grande question, hein. Et du coup, si les conditions étaient réunies, probablement, mais je vois pas comment aujourd'hui elles pourraient être réunies. Le sentiment que j'ai, c'est un peu un sentiment de déception que la France ne puisse pas aller au-delà justement de ces clivages, ne puisse pas résoudre ces clivages qui existent entre personnes. Et je pense ne puisse pas aller aussi au-delà de ce sentiment politique en fait qui est développé autour de l'islamophobie et ne puisse pas justement faire en sorte qu'on puisse tous vivre dans une société multiculturelle, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays et où il n'y a pas ce problème. Donc aujourd'hui, non, j'envisage pas de revenir tant que le climat sera pas favorable et surtout pour ma famille et pour mes enfants. Est-ce qu'un jour ce sera le cas? Moi, j'ai plutôt de la peine parce que je pense que la France est engagée dans une route qui n'est pas la meilleure d'un point de vue
pas que économique, mais aussi sociale, en se privant d'une partie justement des Français qu'elle a élevés, éduqués, amenés à un niveau élevé justement d'études, et voir ces personnes-là fuir le pays, c'est pas une réussite pour la France. Et je pense que, et ça c'est une question que j'ai pour Julien, je pense même pas que soit elle en a pas conscience, soit elle en a conscience, mais qu'il n'y a aucune action qui est prise derrière pour faire en sorte que ces Français-là restent. Dans les entreprises, en général, quand on a des talents, on cherche à les retenir. Et on fait tout pour les retenir. Et j'ai l'impression que la France ne le fait pas. Julien Talpin. Ce qui est sûr, c'est que à minima, les politiques publiques de lutte contre les discriminations en France sont un peu indigentes et on consacre très peu de moyens. En fait, il y a très peu d'énergie et de moyens et d'argent qui est consacré au fond à des formations, de l'inspection, de l'évaluation, du testing, etc. Et donc, c'est pas considéré comme une priorité, effectivement. Et donc, alors qu'à l'inverse, on le voit bien, on le montre dans le livre, un ensemble de pays comme le Canada, par exemple, a des politiques très attractives. Au fond, va chercher les talents à l'étranger, organisent des forums, des rencontres, etc. Parce qu'ils ont bien conscience des compétences à aller chercher. Et une dernière question, on va devoir clôturer malheureusement. Quel est le rapport que vous entretenez encore aujourd'hui avec la France? Est-ce que vous vous sentez français? Je sais que les personnes interrogées dans cette enquête ne se sont jamais senties autant françaises que depuis qu'elles sont à l'étranger. Est-ce que c'est votre cas? Je me sens comme une ambassadrice de la France. Comme j'ai dit, j'ai été à l'école publique. On m'a instruit. J'ai eu des amis sur place qui m'ont donné leurs valeurs et leurs principes. Et donc oui, quand je suis à l'étranger, je me sens presque ambassadrice de mon pays. Ça reste quand même une fierté. Ouais. Et toi, Sokaina? Moi, personnellement, je suis perçue comme étant française. Surtout ici au Canada, on me perçoit, même si j'ai tendance à me présenter comme étant marocaine ou franco-marocaine, on m'identifie très souvent à la France. Mais mon rapport, il est complexe. Je sais qu'il y a une dimension, parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, donc il y a une dimension française en moi, que je le veuille ou non. Mais je me sens pas pleinement française, parce que je me sens pas appartenir à la nation française, et je pense que le sentiment d'appartenance, il est quand même fondamental pour être d'une nation X ou Y. Et toi, Najib, quelles sont tes identités? Est-ce qu'elles sont multiples, comme la plupart des personnes interrogées dans cette enquête? Elles sont effectivement multiples, mes identités. Maintenant, je me sens beaucoup plus français à l'étranger qu'en France. Parce que le regard qui est porté sur ma personne, sans doute dû à l'accent et à la façon dont je me présente, mais fait qu'on me perçoit, on me voit comme français. Et comme le disait Myriam, on représente vraiment la France à l'étranger. Et je ne pense pas que ça changera, et je n'ai pas envie que ça change non plus. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que ce sentiment-là, il n'est pas le même quand je suis sur le sol français. Merci beaucoup, Najib. Je rappelle que tu es directeur marketing international au sein d'une industrie pharmaceutique installée en Suisse. Merci, Myriam. Tu es à Londres, auditeur Internet informatique dans le secteur des services. Et merci beaucoup aussi, Sokaina, pour ton témoignage. Juriste en droit des affaires au sein d'un cabinet d'avocats installé à Montréal. Et le mot de la fin, il est pour Julien Talpin. Je peut-être vous invite à revenir sur cette belle conclusion dans ce livre. Il ne s'agissait pas seulement de documenter une fuite des cerveaux, c'est une question de justice sociale et d'égalité des droits pour vous. Effectivement, c'est-à-dire que moi, tout ce dont on a parlé aujourd'hui doit interpeller la société française. C'est quand même, je pense, assez dramatique ce qui est en train de se passer. Et pour se réformer, la société française a besoin que les premiers concernés puissent s'organiser autour de ces enjeux-là. Et aujourd'hui, toute forme d'organisation collective des musulmans est vue d'un très mauvais œil. Et je crois que c'est aussi une des sources du problème. La réponse sera nécessairement politique. Merci. Merci encore, Julien Talpin. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. C'est le titre de cette enquête sociologique inédite menée en France sur le départ des musulmans français, pour la plupart diplômés de l'enseignement supérieur. Julien Talpin, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste du racisme et de l'engagement dans les quartiers populaires. Et merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent ici même, que vous nous suiviez sur le canal 350 de la Freebox ou sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.